Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir aux peuples, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en action. Alors, à quelle action allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. I don't expect you to clown yourselves and collapse the distance and difference between sharing bread and sharing bed. I know that feeling, so give me a break and stop the fake. They say a hungry man is an angry man, but I say I am not hungry, I am hunger. I am not angry, I am anger. I am not dangerous, I am danger. I am an abominable time bomb, able to blast limestones and thunderbolts because somehow I am torn, tried and tired. So you see, you don't have to hear the sound of my voice before you know that hunger is real, scarcity is not. So please, check the time. It's history time, passion time, meaning time, access time, free flow time, sharing time, bread time, your time, my time, our time. Now, oh, now is urgent time. Hello everyone, wherever you may be. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez, en Afrique du Sud, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Je m'appelle Rachik Fatah. Je vous remercie d'être là pour cette deuxième journée du Festival d'action Rise Africa 2022. L'avenir et les possibilités de nos villes, c'est cette session. Nous allons parler avec des experts incroyables du continent, Freetown, Kampala, le Cap,
toutes ces personnes réunies dans une salle, dirons-nous, en tout cas sur Zoom, afin d'explorer leurs projets, en apprendre de leurs perspectives sur ce qui est possible, pas nécessairement futuristique, mais en tout cas nos potentiels avenirs dans les années à venir, 3, 5, 10 ans, et comment ces personnes travaillent dans cet espace. Tout à l'heure, un intervenant a parlé de la vision des villes africaines. Pendant très longtemps, on s'est concentré sur un avenir stable et prévisible. Et il faudrait peut-être désapprendre pour travailler dans cet espace de l'avenir et nous demander quelles capacités, institutions, valeurs sont disponibles afin d'aller vers cet avenir. Parce que souvent, les pratiques, même environnementales ou du design, ce sont des pratiques encore émergentes. Je vais partager avec vous une brève présentation sur notre travail, ce que nous faisons, et également vous parler des autres sessions qui vont se dérouler demain également. Voilà le titre. Quelques informations sur nos villes à venir, mon organisation Our Future Cities. Voici notre manifeste qui vous montre un peu comment on imagine les villes de demain en créant des opportunités pour s'attaquer aux défis urbains, des villes qui fonctionnent pour tout le monde, en incorporant le fait de prévoir ce qui arrive, même si on est un peu en avance sur le temps. Ce travail est mené par des recherches, des expérimentations, différents points de vue. Nous travaillons avec les gouvernements, les entreprises, les communautés et les individus. On ne se concentre pas sur un secteur en particulier. Nous comprenons que les solutions nécessitent un travail pluridisciplinaire, des fois avec des architectes, des ingénieurs, des anthropologues et parfois avec des migrants et les différents quartiers de nos villes. Notre travail ne se base pas sur des tendances ou des mots clés. Il y en a souvent dans l'urbanisme et dans les villes. C'est un engagement vers une transition juste, graduellement, avec des petites mesures, en transformant les espaces, changeant les points de vue, les états d'esprit, en reconcevant des systèmes, en changeant les règles et en développant des plateformes. Parce que notre avenir sur cette planète est lié à l'avenir de nos villes et nos villages, et on le fait de manière dynamique. Comme cela a été dit dans le manifeste, nos projets sont de différentes échelles, dans différentes villes ou disciplines. Nous n'avons pas peur des petits projets, que ce soit des installations, l'urbanisme stratégique. Nous voyons les villes et les villages avec une perspective macro. En matière de logement également, nous travaillons sur des projets sur les réseaux sociaux, des plateformes en ligne, en faisant participer des gens qui viennent de l'art, du design et d'autres domaines. Donc, notre travail ne se fait pas que de manière physique. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir en orange, Rise Africa est une des manières dont nous faisons la promotion de ces plateformes et de ces conversations. Si vous avez raté la session d'hier, le design pour l'innovation, la créativité en première ligne du logement, de l'espace public et de la mobilité, les enregistrements seront disponibles en ligne. Aujourd'hui, la session, c'est l'avenir et les possibilités pour nos villes. Et demain, nous nous pencherons sur l'investissement Africa maintenant, un plaidoyer urgent pour l'investissement vers des villes et villages durables. On s'intéressera au financement du développement durable, notamment pour le logement. Et alors que nous finançons des projets de logement, pourquoi il y a ce manque de sens, d'urgence pour avoir des villes intégrées dont nous avons tous besoin? Pour ceux qui ont raté les présentations au déjeuner, à midi, elles sont déjà en ligne et les intervenants vont nous rejoindre à 18 h ce soir. Rejoignez-nous pour ce débriefing de la journée. Ce sera des conversations plus relaxes, plus détendues, avec 3 des intervenants de ces présentations. Certains d'entre eux étaient présents à 10 h. Quelques règles, puisque nous sommes sur Zoom. Merci de bien vouloir garder votre micro coupé à tout moment. Il ne s'agit pas d'un webinaire.
Bien sûr, vous pouvez poser des questions, écrire des commentaires. Si vous pouvez utiliser la fonction lever la main durant la session questions-réponses. Nous enregistrons la session. Zoom a dû vous prévenir et les enregistrements seront disponibles pendant 2 semaines. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos idées clés avec le hashtag RiseAfrica 2022 et également hashtag Creativity Agency Urgency. Et durant cette session, nos équipes vont vous envoyer un lien vers un sondage très court, je vous promets, que vous pourrez compléter, remplir aujourd'hui ou demain pour nous donner vos points de vue sur le festival. Je vais commencer en vous présentant notre première invitée, Doreen Adengo, architecte aux États-Unis et en Ouganda. Elle a été diplômée à l'Université panafricaine et à Yale. Elle travaille à Londres, Washington, D.C., à New York. Elle est basée à Kampala. Elle est architecte depuis 2015. Je vous invite à regarder son site, très clair. Elle fait de la recherche, du plaidoyer, des ateliers sur l'urbanisme ougandais et le design à Kampala, également au Conseil britannique et au musée à Munich. Elle s'est chargée de l'atelier de Kampala sur l'urbanisme africain à la galerie d'art Makerere. Elle est également professeure à la Nouvelle École de New York, une très bonne école, l'Université de Johannesburg, et est lectrice à l'Université d'Ouganda. Merci beaucoup, Doreen, pour votre présence aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une peur de l'inconnu pour l'avenir et qu'on doit toujours travailler de manière différente pour exploiter cet avenir. Et dans notre travail, je pense également que l'idée de l'avenir est une idée d'un avenir plus désirable, meilleur. Et lorsqu'on fait de la recherche sur l'urbanisme et toutes nos activités, notamment autour de Rise Africa, c'est d'inspirer à construire des villes plus durables. Comment intégrez-vous ce concept de l'avenir dans votre travail? Est-ce qu'il est difficile de gérer ces pratiques émergentes tout en se concentrant sur l'avenir? C'est une grande question. Je pense que pour parler de cela, on peut parler des marécages à Kampala. Est-ce que je peux partager ma diapo? Alors, pour vous donner un peu d'informations de contexte, à Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. À la base, elle avait été construite sur 7 niveaux. C'est une ville très verte. Si vous voyez l'image à l'écran, vous pouvez voir un paysage très luxuriant, très vert, mais entre ces 7 collines, il y a des marécages. Et ces marécages filtrent l'eau avant qu'ils arrivent au lac Victoria. Et ça vous donne un peu le contexte dans lequel nous sommes. Deuxième diapo, s'il vous plaît. Voici une image aérienne de Kampala. Vous pouvez voir les marécages et le lac Victoria. La prochaine image vous montre, elle vient du conseil municipal de Kampala. Elle montre les marécages, mais également les développements entre les marécages. Et je pense que une des tensions que nous avons connues, c'est que la ville grandit très vite. Ces marécages sont supprimés et dans la pratique, ce qui nous préoccupe et ce qui m'a mené à faire une proposition à l'Université de Johannesburg, c'est que ce qui nous intéresse, c'est la manière dont les villes peuvent fonctionner au mieux tout en permettant aux marécages de grandir et de ne pas s'assécher, mais tout en même temps
que la ville se développe. Et donc ça, c'est un des grands défis et c'est ce qui m'a mené à faire cette proposition, ce qui a mené à d'autres débats plus approfondis sur le sujet. Est-ce qu'on pourrait passer... Oui, j'avais une question rapide sur ce travail de plaidoyer pour protéger ces marécages. Dans la description de votre projet, vous avez parlé du fait qu'il s'agissait de lieux considérés comme sacrés, mais qui étaient sous pression du développement. Est-ce que vous faites du travail de plaidoyer? Avez-vous vu une réponse à ce travail? Ce que je peux dire, c'est que je vais d'ailleurs utiliser l'image suivante. Nous avons eu des étudiants qui sont allés dans les marécages. Et sur cette image, vous pouvez voir cette argile. Il y a beaucoup de productivité dans les marécages. Mais souvent, il s'agit simplement de piller les ressources. Et une des meilleures manières d'éviter cela, c'est en réglementant, et le gouvernement souhaite protéger les marécages, mais il y a des gens qui y vivent. Ce sont des camps informels. Et un des défis que nous rencontrons, c'est de comprendre puisque nous enseignons le design, comment changer ce qui existe. Et donc, nous nous trouvons dans un processus. Lorsqu'on va dans ces camps informels, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On est là pour observer. Et la prochaine image est celle d'un projet étudiant. La prochaine diapo. Voilà. Une équipe de l'université, un des membres de l'université est en train d'essayer d'établir un système dans les marécages. Cela représente la communauté, mais également la perte de ressources. Et donc, ça montre un peu le cycle et comment cela fonctionne, et ensuite proposer une solution. Là, pour le moment, on a simplement fait un état des lieux, en tout cas. Et donc, pour répondre à votre question, nous n'avons pas de solution. Ce que nous essayons de faire, c'est de sensibiliser. Et travailler avec les étudiants, c'est très utile parce qu'on peut travailler dans ces communautés, avoir un partage. Et ensuite, on apprend également à communiquer sur ces situations qui présentent de nombreux défis. Ensuite, on a fait des petites présentations pour montrer cela. On avait également réalisé une petite vidéo sur notre site. Et plus on montrait ce genre d'informations, plus de personnes ont sensibilisé. Et ça, je pense que c'est vraiment notre but principal, sensibiliser plutôt que d'agir, là, pour le coup. Et quel a été le retour à ce travail de sensibilisation dans certaines des communautés? Est-ce que vous avez eu le sentiment que la terminologie était appropriée ou est-ce que les étudiants ont dû un peu désapprendre leur vocabulaire lorsqu'ils travaillent avec les communautés, notamment en matière de préservation des marécages et de ce type d'espace? Lorsqu'on a fait cette présentation pendant l'atelier, les étudiants ont invité un des membres de la communauté à voir la présentation.
Et cette personne a trouvé incroyable de voir qu'ils avaient retracé une journée de sa vie et il a été vraiment impressionné. Et l'idée, c'était d'avoir une sorte d'exposition à la fin de l'année en Ouganda pour montrer un peu tout cela, mais ce n'a pas été possible. Mais en tout cas, l'objectif, ça serait pour moi d'avoir ce genre d'exposition à Kampala pour montrer le travail que nous avons réalisé. Et comment travaillez-vous avec les personnes qui ont une intervention immédiate sur ce genre de sujet? Y a-t-il un espace pour intervenir ou faire des propositions sur le court terme et en tirer des leçons? Ou pensez-vous que c'était cette sensibilisation qu'il fallait faire? Alors, au début, ce n'était que des ateliers sur une semaine. On a commencé un lundi. Ensuite, on a des étudiants ougandais qui nous ont rejoints également. Et donc, pendant 5 jours, le premier jour, ils allaient sur le site pour la première fois. Et même des universitaires ougandais, pour certains, n'étaient jamais allés dans les marécages. Ensuite, ils ont dû apprendre à communiquer entre eux. Ils n'avaient pas tous les mêmes compétences. Et en une semaine, je pense qu'on a eu beaucoup de résultats. Mais on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'ils présentent des solutions non plus. Ce serait un peu trop en attendre. Concernant votre philosophie, vos pratiques, concernant ces solutions, est-ce que vous pensez que le terme solution soit le bon terme ou avez-vous une philosophie différente en matière de propositions pour l'avenir? Je pense que le bon mot, ce serait proposition. Et j'aimerais vous montrer une image tout à fait différente. Il s'agit d'un collage. J'ai trouvé que les collages étaient une bonne manière de faire des propositions. Pas celle-ci, la prochaine. Voilà. Alors, ce collage montre Kampala et parle du mouvement, la migration, les représentations. Et avec cette image, je pense que cela permet d'ouvrir une discussion. Ce qu'on a découvert dans ce projet, c'est qu'il y a des bâtiments construits par des propriétaires. Ils vont voir un architecte, ils font des dessins et ensuite le soumettent au conseil municipal. Ils sont approuvés, les plans. Et ensuite, ils construisent un type de bâtiment différent parce qu'ils savent ce à quoi s'attendent les personnes et donc ils font des changements. Et on s'est rendu compte que nombreux de ces bâtiments avaient des magasins tout petits. Et en travaillant sur ce projet, ça nous a aidé à comprendre ce qui se passait dans la ville avec ces petites unités. Et on s'est dit qu'on aimerait faire une proposition au conseil municipal. Alors, pourquoi ne pas accepter que les propriétaires des bâtiments construisent quelque chose de différent? Ils font approuver les plans et ensuite, il faut peut-être avoir une discussion. Donc ça, c'était une des propositions. Est-ce que je vais aller à la mairie pour faire cette proposition? Non. Mais ça pourrait être une suggestion, par exemple. Donc, vous nous dites qu'il y a plusieurs futurs potentiels dans un même espace.
et que les systèmes d'approbation nécessitent d'avoir des programmes très fixes pour certaines utilisations précises et que la réalité est parfois assez différente. À l'intérieur de ces bâtiments, pourriez-vous nous dire un peu comment votre programme est différent, en tout cas cette utilisation des espaces différents par rapport à ce qui était prévu à la base? On va regarder l'image d'avant. Maybe the next image, the image that shows. So what we did with this research is Alors, avec ce travail de recherche, nous avons suivi trader called Elvis. une personne. There's an image of Elvis. I think it should be there. On devrait voir cette personne. Voilà, c'est un commerçant. Yeah. And we then surveyed his space, which was that 3x3 space. Ensuite, on a fait une évaluation, Is that his un sondage sur son espace. it wasn't just like Et on s'est rendu compte que son espace n'était pas une unité de 3 mètres sur 3 mètres, and he was in a actually smaller space. et il se trouvait dans l'espace le plus petit que ce qui est habituellement recommandé, et il arrivait malgré tout à fonctionner. There's a typology of these buildings. Et ces bâtiments ont une typologie comme des arcades, And they either have those 3x3 spaces or they have et even smaller spaces. soit les propriétaires And it's more about the louent ces petits espaces ou des espaces encore plus petits. basically charging. So there's what I would say is that the buildings Et lorsque je dis que les bâtiments really well functioning, fonctionnent très bien, sure traders are looking for. c'est qu'ils correspondent à ce que cherchent les commerçants. On a un autre dessin. Then also made a short video, which On a également créé une brève vidéo. J'encourage chacun à la consulter sur notre site. Et je devrais également ajouter que, en travaillant sur ce projet, on a travaillé sur plusieurs disciplines. Et lorsqu'on a reçu les informations, on ne savait pas comment les représenter. Et donc, on a parlé avec un professionnel qui a créé cette vidéo. Et j'ai trouvé ça utile de travailler avec des professionnels, puisque cette vidéo explique ce qu'on vient d'expliquer. Elle l'explique de manière très claire, à savoir comment on vit dans ces espaces. Et sans cette vidéo, on n'aurait pas pu aussi bien l'expliquer. Et donc, moi, j'ai appris à travers cela qu'il est très important d'avoir ce mélange de compétences et collaboration. C'est important pour nous en tant qu'architectes, parce qu'on est intéressé par les plans, mais également par le fait de raconter des histoires. Et je me suis rendu compte de l'importance des vidéos en travaillant avec ce professionnel de la vidéo, comme je l'appellerais. Et donc, je vous encourage à regarder cette vidéo qui est très parlante. Ainsi, on voit très clairement ce qui se passe dans ces contextes. Dernière minute, je vais vous poser un peu une question difficile. Pourriez-vous nous donner un exemple de futur possible qui pourrait nous surprendre lorsque vous avez suivi ces commerçants? Oui, je crois qu'une des caractéristiques possibles avec les commerçants qui sont tous connectés à des marchés plus grands, à Kampala par exemple, je crois que pour l'avenir, il s'agirait de marchés qui tiennent compte des utilisateurs et de l'espace qui est conçu pour ceux-ci, le commerçant et l'acheteur, donc ou la personne qui vient. Parce que la ville se développe extrêmement vite. Une des caractéristiques intéressantes serait de créer un espace plus amical, je dirais,
plus adapté. En matière des marécages, une des caractéristiques possibles serait que les marécages restent en fait et que de ne pas les réduire ou les éradiquer parce que, comme on l'a dit, c'était des espèces sacrées au préalable et il faut réfléchir à ça, il faut se souvenir de ça et les protéger. Merci beaucoup. On a partagé les liens vers les différents projets. Nous avons pris note de certaines questions auxquelles nous reviendrons tout à l'heure. J'aimerais amener ou présenter le prochain intervenant qui va parler du potentiel d'évolution ou le futur, la transformation de pouvoir, pardon, dans différents contextes, des municipalités locales aux autorités locales, qui est peut-être controversé. Brahima Koroma est directeur de recherche et de la formation de l'unité de recherche urbaine au Sierra Leone et il est un développeur urbain. Il a beaucoup d'expérience en matière de consultation avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et il se concentre sur le bien-être dans les villes, la réduction de risques et l'adaptation au climat. Merci d'être présent parmi nous et donc de venir discuter des possibilités de transfert de la gouvernance en Afrique, qui est un sujet peut-être controversé ici. Donc, le transfert de la gouvernance top-down, des grandes sphères vers les plus petites localités. Merci beaucoup. La ligne n'est pas stable, c'est pour ça que je ne vais pas ouvrir ma caméra. Pour mettre la vidéo, je suis navrée. Aucun souci. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que l'on entend par le transfert de gouvernance ou de contrôle et la dévolution de pouvoir aux villes? Qu'est-ce que cela veut dire dans le contexte africain, dans le cadre de vos recherches? Merci. Oui, par rapport à l'évolution des pouvoirs, les ressources ont été très grandes, très largement contestées. Et c'est un concept, en fait, qui est contesté à tous les niveaux. Différents pays peuvent donc redistribuer leurs autorités clés et leurs pouvoirs en matière de participation, d'implication au niveau plus large de développement. Pour donc le développement de certaines villes. Donc, il s'agit de réfléchir à tous les niveaux, tant au niveau pratique que fiscal, évidemment. Il y a bien sûr un abus d'autorité que l'on observe très souvent, qui nuit à l'efficacité des acteurs et des autorités. Vous avez parlé des élites en matière de gouvernance. Quels sont certains des débats qui se déroulent, des faits et des controverses parmi les personnes qui discutent du partage de pouvoir?
Je sais que certaines fonctions ont été autorisées au niveau du transfert il y a plusieurs années, mais que rien n'a été vraiment fait. Qu'en est-il des villes où il y a des débats émergents à ce niveau par rapport au retour de pouvoir aux villes et aux villages, grandes et petites villes, je dirais. Regardez le Maroc et le Nigeria, par exemple. Il y a très souvent une certaine autonomie qui est allouée. Et donc, il y a une problématique de contrôle. On peut également percevoir ceci du point de vue des villes et d'exiger un certain nombre de votes, par exemple. J'ai également souligné certaines fonctions clés car il y a des fonctions clés dont il faut tenir compte et la planification urbaine, évidemment. Il faut également réfléchir à comment le gouvernement réfléchit à mettre en œuvre la planification et fait face aux défis qui émergent. Il s'agit de réfléchir à comment gérer les villes au vu de toutes les complexités existantes pour pouvoir ensuite être plus efficace si on agit au niveau plus local. Et il faudrait bien sûr que les fonctions soient prises en charge et remplies de façon plus efficace. Merci. Certains articles que vous avez rédigés, vous parlez beaucoup du succès dans certaines villes d'Amérique latine. Comme quoi il y a des démarches plus inclusives, plus intégrées et plus adaptées. Quel est votre point de vue de ce succès? Quels sont les résultats tangibles qui sont attendus dans certaines de ces villes et certains de ces pays? And these are often been and depends on the nature. I mean, had always been based on either political. Il y a bien sûr plusieurs volets. Et cela dépend bien sûr de comment cette dévolution est effectuée. Dans certaines sphères politiques, il y a donc différents niveaux de gouvernance à deux volets ou deux niveaux ou trois niveaux, au niveau de conseil, comité et autres. Et la plupart du temps, et bien sûr, cela dépend comment ceci est adapté et comment les citoyens sont impliqués pour que l'autorité gère mieux la ville. Donc, ça dépend de comment les personnes responsables remplissent leurs fonctions.
Je sais que certains ont mentionné la réalisation de la dévolution au Kenya. Il y a un programme particulier qui porte là-dessus. Est-ce qu'il y a des leçons apprises à ce propos pour d'autres villes ou petites villes africaines, comme exemple de ce qui peut bien se dérouler et être réussi? Oui, en fait, il y a vraiment une unicité et l'exemple du Kenya est très différent des autres, car il y a une approche différente au niveau du gouvernement du pays également. And of course, as you can look within Sierra Leone, Freetown particularly. Il y a bien sûr l'exemple du Sierra Leone avec Freetown tout particulièrement. Donc, nous travaillons beaucoup et il est important de se baser sur le plaidoyer. Et bien sûr, il faut engager le gouvernement dans cette démarche. Il y a bien sûr ces niveaux de gouvernance, lorsqu'ils existent, qui doivent fonctionner correctement pour pouvoir instiguer un changement ensuite. Maintenant, il y a bien sûr des cadres juridiques qui sont nécessaires et qui doivent être exploités pour permettre la transformation. Très bien, merci. Alors, Brahima, beaucoup des sessions pendant lesquelles on parle ici à Rise Africa des villes et des petites villes, des projets et des petits projets requièrent bien sûr du financement et de l'argent, que ce soit des financements qui proviennent de la ville elle-même ou d'ailleurs, mais parfois il y a des villes qui ont du mal à fonctionner de façon indépendante parce qu'elles n'arrivent pas à collecter suffisamment de taxes auprès de leurs citoyens, leurs habitants. Et qu'en est-il selon vous? Alors bien sûr, il y a cette problématique d'impôts, mais je dois souligner que certaines villes sont plus problématiques que d'autres et que certaines arrivent à récolter plus d'impôts que d'autres, surtout en matière d'impôts fonciers. Mais la plupart des villes ont besoin de réduire leur dépendance du gouvernement central et de pouvoir s'engager dans leur propre programme d'impôts. Ce serait un investissement pour ensuite s'engager dans des mises en œuvre de projets d'amélioration urbains. En termes d'impôts fonciers, la collecte est parfois difficile et bien sûr, le cadastre n'est pas toujours à jour, donc cela complexifie la démarche. Pour assurer des ressources stables et suffisantes, il est nécessaire que les personnes au gouvernement local agissent en toute transparence et considération des habitants et il faut que le ministère des Finances dévolue le pouvoir sur le plan local
pour s'assurer de permettre à la collectivité d'agir de façon indépendante. But after some time, they had to come again and be able to actually hang heads together. Et le gouvernement doit travailler main dans la main avec les autorités locales pour s'assurer du bon fonctionnement de la collecte de l'impôt foncier, par exemple. Il faut qu'il y ait des accords, il faut qu'il y ait des interventions de groupes de la société civile et de représentants gouvernementaux pour créer un processus qui va rendre cette réalisation possible. Donc voilà, ce genre de défi existe. Donc c'est parfois des situations qui sont problématiques. Merci Brahima. Et enfin, quel conseil donneriez-vous à une ville africaine qui tente national, regional governments in terms of taking on more powers? Should they go for everything and Et take on? puis, qu'en est-il de la possibilité de prendre davantage de pouvoir? Est-ce qu'elle devrait commencer à tout gérer, l'infrastructure, le logement, l'impôt foncier, etc. ou est-ce qu'elles doivent agir petit à petit? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Il avait déjà une très mauvaise connexion et difficile à comprendre. Mais là, je crois qu'il a perdu la connexion entièrement. On attend quelques secondes, on va voir s'il revient. Et sinon, nous donnerons la parole à notre prochain intervenant, donc Rudy Kriel. Ah, Brahima, vous êtes là. That's fine. What advice would you give to a city or a town that's looking to take on more powers or functions? Should they do it slowly? Should they take Donc, on... quel conseil pouvez-vous donner à une ville qui va prendre davantage de pouvoir? Est-ce qu'elle devrait agir petit à petit ou tout prendre en main d'un coup? Yeah, of course. Plenty devolution agenda will not only be an event, but has to actually definitely take some time. So definitely we require that continuous commitment. Oui, je crois qu'il faut certainement un engagement réel et il faut bien sûr un certain pouvoir et du soutien. And those without. So you must be able to actually go a much more gradual process, more especially in state that doesn't have the kind of legislative backing. Donc, ce sont des processus plus progressifs qui sont ceux qui fonctionnent le mieux. Et cela dépend du contexte et du partenariat qui est possible de développer avec la gouvernance, etc. Thank you so much, Brahima, and thank you for joining us despite the... Merci beaucoup, Brahima, et merci de persévérer malgré vos difficultés de connexion. Nous posterons des liens vers les articles de Brahima par rapport à la décentralisation, le contrôle, les autorités locales des villes et l'octroi de davantage de pouvoir à celles-ci dans le développement. Alors, bien que les villes souhaitent prendre contrôle et le pouvoir de leurs propres services, il faut également, bien sûr, qu'elles s'engagent à le faire efficacement et assurer le bien-être et une certaine qualité de vie à leurs habitants. Alors, nous avons donc Rudy Kriel, économiste et des transports chez GoMetro, qui contribue au développement des pays africains en matière de transport.
qui travaille sur la mise en œuvre de la mobilité électrique en Afrique. Il va nous exposer le cas spécifique de la dévolution des transports et du rail au Cap en Afrique du Sud, qui est donc en train de travailler sur une thèse sur les partenariats publics-privés en Afrique du Sud. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez étudié donc au CAP et puis parlez-nous un petit peu de ce que vous avez pu tirer de vos études des villes qui transforment les services de transport, etc. Je vais essayer de me limiter parce que je peux en parler pendant des heures et m'étendre. Alors, l'intérêt était de voir si le secteur privé et la participation de celui-ci était possible dans l'organisation des transports publics au Cap. Alors, vous allez certainement me poser cette question, mais le président d'Afrique du Sud a dit qu'il souhaitait réformer les transports puisqu'il y a un problème de fonctionnement de base. Donc, nous avons besoin d'agir. Nous savons l'importance du transport ferroviaire dans nos villes et nous faisons face à un écart qui laisse la place à un service de taxi partagé et bien sûr une occupation et un taux de trafic accru qui en résulte. Donc, voilà, je réfléchis à comment réformer, transformer le réseau de transport par rapport à comment il était précédemment et comment il est aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la participation du secteur privé en matière de transport ferroviaire, est-ce qu'il s'agit de sociétés qui amènent leurs propres trains ou alors qui proposent des conducteurs de train? Enfin, quelle est la participation en fait? Alors, il y a plusieurs moyens de participer, tout particulièrement, il y a l'exemple du travail commun, c'est-à-dire une collaboration conjointe du secteur privé et public. Et ceci parce que le transport ferroviaire est extrêmement cher et coûteux. Donc, très souvent, nous avons besoin du soutien de compagnies privées ou alors de privatiser le secteur. Très souvent, ou un autre exemple, c'est que le secteur privé fournit les trains et tout l'équipement, et puis c'est le secteur public qui gère le fonctionnement quotidien. Alors, la collaboration est certainement la réponse à cette problématique parce qu'il y a tellement de maintenance à tous les niveaux et il y a des restrictions en matière de vitesse également parce que les wagons sont très vieux et donc il y a beaucoup de travail à faire qu'une société privée ne peut pas gérer seule au jour d'aujourd'hui. Oui, alors moi j'ai le contexte financier, mais celui-ci date un petit peu. Donc, rappelez-moi vos conclusions par rapport à la ligne du Sud. S'il y a donc une gestion ou une implication du secteur privé, est-ce que cela améliorerait la faisabilité, mais sans garantir de profit ou rendre le projet viable en matière financière? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Vous pouvez m'expliquer? En fait, tout service de transport de passagers est très difficile en matière de profit. La seule ligne ferroviaire dans le monde qui fait du profit, c'est une ligne aux Pays-Bas, et ceci sans la subvention du gouvernement. Alors, c'est parce qu'il y a une population dense, il y a beaucoup d'usages,
du train. Chez nous, c'est différent. Nous sommes un grand pays et nous n'avons pas l'utilité d'avoir autant de trains et les passagers sont moindres. Donc, en matière de participation du secteur privé, eh bien, je me suis rendu compte que ceci n'était pas faisable. Mais est quand même faisable de façon économique parce que c'est important pour les passagers d'avoir accès à du transport efficace et abordable. Alors, bien sûr, nous constatons qu'il y a bien sûr une amélioration au niveau du temps de trajet, de la gestion du trafic. Il faut bien sûr améliorer la sécurité, le confort, l'accès au Wi-Fi, par exemple. Et ensuite, nous verrons peut-être une amélioration, une augmentation de l'usage du service. Et cela reste toujours moins coûteux que d'utiliser sa propre voiture, par exemple. Donc, il est toujours moins coûteux d'utiliser le transport ferroviaire. Donc, le transport ferroviaire est vraiment un transport viable sur le long terme. Alors, si on prend Cape Town, par exemple, au Cap, il y a donc la question de prendre en main une fonction ou un pouvoir qui vont exiger un financement de quelque part, que ce soit de la ville ou provinciale ou autre. Comment est-ce que ceci peut se faire? Est-ce qu'il faut regarder tout le système et aborder le secteur privé pour un certain point? Très souvent, lorsqu'il y a des partenariats comme ça qui se forment, il y a des écarts au niveau des connaissances, je dirais. Donc, est-ce que cette recherche que vous avez faite peut être dupliquée et pourrait-elle être utile pour les gouvernements et les autorités? Alors, si l'on regarde à intégrer le secteur privé sur la ligne centrale, par exemple, il faudrait refaire cette étude parce que la démographie sur ces lignes est très, très différente. Et le comportement, l'usage des transports est très différent. Peut-être que la géographie se prête plus aux taxis également. Donc, si l'on prend mon travail et qu'on tente de l'appliquer pour certaines lignes au Cap, eh bien, il faudra qu'il y ait davantage de recherche pour inclure d'autres paramètres. Ensuite, ce genre de démarche représente un défi parce qu'on peut investir beaucoup d'argent dans une ligne et on veut que cet investissement soit sécurisé. Et dans de nombreuses lignes, ceci n'est pas le cas. On observe beaucoup de risques, de colère et de vandalisme. Donc, il faudrait faire des études supplémentaires sur une certaine ligne et il faut réfléchir aussi à où le secteur privé peut mieux profiter de son investissement. Et lorsqu'on parle de la prise en charge de ces lignes également, eh bien, le secteur public peut prendre davantage de risques que le secteur privé, par exemple. Est-ce qu'il y a des partenariats dans votre travail ou dans vos études qui démontrent que le public et le privé Enfin, un bon exemple, je dirais, un exemple optimiste d'une collaboration, d'un partenariat public-privé dans le domaine. Il y a des résultats très, très divers. Il y a certains pays où le secteur public a commencé à investir
Et là, on a vu des résultats incroyables. Et il y a, comme le Royaume-Uni par exemple, il y a d'autres pays où les services ont été privatisés et la qualité de ceux-ci a diminué grandement. Il y a également des pays qui ont privatisé, cela n'a pas fonctionné et sont revenus au système public. Donc, je pense que si l'on s'attelle sur la planification et qu'on prend en considération le climat, l'environnement, etc., et qu'on travaille selon certains modèles d'autres pays, je pense qu'il y a bien sûr des possibilités et de la viabilité, bien sûr. Une question plus personnelle de mon côté. En N1, N2, est-ce que les villes ont le pouvoir de mettre leur propre train sur des rails qu'ils auraient construits eux-mêmes ou c'est infaisable politiquement? Je n'y avais jamais pensé, mais je suis sûr que ce serait possible. Si on regarde l'économie, l'aspect financier, c'est assez problématique. Les gouvernements pensent qu'il faut élargir les routes pour se débarrasser des bouchons, mais cela mène à ce que les personnes utilisent de plus en plus les routes et donc il y a toujours autant de bouchons. Donc ce sont des investissements. Enfin, je pense qu'il faut plutôt économiser les coûts pour se débarrasser des bouchons, donc ce serait une bonne idée. Merci beaucoup, Rudy. Espérons qu'il y aura d'autres études de ce genre pour voir ce qui est possible de faire. Je pense que c'est un sujet sérieux. Le ferroviaire, ça reste le système qui déplace le plus de personnes par heure. Et on avait dit aussi pour le privé, c'est un peu une obsession en Afrique, les routes. Merci beaucoup. Prochain intervenant, Sindile Mafundla, fondateur, directeur de Cashless Cycles, qui fait la promotion de l'utilisation des vélos dans les townships pour aller à l'école, pour qu'il y ait plus de sécurité pour les cyclistes, et donc pour améliorer non seulement l'utilisation du vélo, mais également la vision des gens sur cette pratique, en rendant disponible des vélos, etc. Merci beaucoup, Cindy Lay. Je pense que vous venez de parcourir 150 km en 9 jours autour de la région d'Urban. J'espère que vous allez bien. Avec un partenariat, une initiative sur le transport, et vous voyez comment la bicyclette peut complémenter les systèmes de bus ou ferroviaires. Parlez-nous un peu plus de cette expérience. Je suis ravi de vous voir que vous allez bien et que vous nous rejoignez en bonne santé. Merci beaucoup pour cette opportunité. Cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux. Et je vais commencer en saluant tout le monde déjà. Merci pour votre invitation. Nous avons travaillé avec Tumi sur la culture du vélo, voir comment les vélos pouvaient être intégrés au système de transport à Durban de manière plus large. Mais nous souhaitions également nous pencher sur ce qui avait été fait au Cap, afin d'essayer de créer des townships qui font du vélo. Ce n'a pas été facile. Il s'agit d'un mode de transport qui est utilisé depuis de nombreuses années. Et ensuite, les voitures sont arrivées. Et maintenant, on ramène ce système dans un espace où il n'y a plus vraiment de place pour les vélos. Il n'y a pas d'infrastructure dédiée pour les vélos. C'est également un système qui est perçu par certains comme un mode de transport pour les pauvres. Et lorsqu'on a commencé il y a 5 ans, c'était un peu le contexte dans lequel on était. Et on a commencé à observer un changement. Et
Ce changement était amené notamment par le fait de faire des cours. Beaucoup de gens souhaitaient apprendre à faire du vélo parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savaient pas en faire, parce que acheter un vélo, c'est également un investissement important. Et là, on leur permet d'apprendre à faire du vélo. Et une fois que ces personnes apprennent à faire du vélo, ils vous demandent où est-ce qu'ils peuvent en acheter un. Et là, il faut déjà avoir un point d'accès pour les aider à acheter un vélo abordable et trouver des manières de financer ce vélo, cet achat. Mais pour aller plus loin, maintenant que quelqu'un a un vélo, eh bien, il faut qu'on lui apprenne aussi à utiliser ce vélo pour faire son trajet quotidien du travail à chez lui. Ça commence avec des petites distances de chez moi au centre commercial et on crée ainsi cette communauté de cyclistes. Et donc, on a commencé avec un atelier en nous basant sur ce besoin. Et en 5 ans, on a vu un changement incroyable. Pas simplement le fait d'avoir de plus en plus de gens qui se mettent au vélo, mais également des gens qui sont passés de la voiture au vélo. Il y avait pas mal de difficultés en matière de sécurité, des accidents avec des voitures, ça a beaucoup baissé. Et les taxis, les minibus ont également évolué. Et donc, il a fallu créer une bonne relation avec eux, dans le sens où ce sont eux qui peuvent maintenant voir les vélos, faire attention. Bien sûr, il y a toujours quelques mauvais élèves, mais lorsqu'on est allé à Durban, à titre personnel, moi, j'y suis allé avec un état d'esprit ouvert pour vraiment apprendre. Et on a pris cette décision d'aller voir ce qui se faisait sur le terrain. Il y a 3 régions à Durban, 3 quartiers sur lesquels on s'est concentré. À Blasi, Portamashu et Mchanga. Et si on a identifié ces quartiers, c'est parce que c'est certains des plus grands quartiers de Durban. Les 2 cantons, Umlazi, Wamarchoup, les townships, eh bien, dans ces quartiers, c'était très, très difficile de faire du vélo pour rejoindre ces quartiers depuis le centre parce qu'il n'y a aucune infrastructure dédiée. Il y a des grands carrefours à traverser. On a utilisé différentes applis pour identifier les meilleures routes pour faire du vélo dans la ville et en dehors de la ville. Et quel que soit le parcours, on se retrouve finalement soit sur une autoroute à 4 voies et on est dans l'obscurité et c'est très dangereux. Mais lorsqu'il y a des sections un petit peu plus petites, il y a pas mal d'embouteillages. Et on s'est rendu compte que pour aller à Mchlanga, c'est un quartier où il y a pas mal d'infrastructures, mais elles ne sont pas utilisées, ou seulement le week-end. Là où les gens font du vélo plutôt pour aller sur la promenade, ou en tout cas pas pour aller au travail, pour le plaisir. On a également vu une autre rue, Florida Road. Certains la connaissent peut-être. C'est un quartier très tendance. Et là, ça a été super parce que moi, je dormais là-bas et j'ai pu voir à quel point les gens dans ce quartier commençaient à s'habituer à faire du vélo. Il y a un groupe là-bas, un groupe qui vient du Cap, groupe Devon. Et ils font des balades en vélo, je crois que c'est le jeudi, 2 fois par mois. C'est une balade sociale, il commence à 6 heures du matin et ça réunit les gens sur Florida Road, mais ça les amène au cœur de la ville, Durban Central. Et un centre qui a de nombreuses activités, qui est bouillonnant. Et
Certains d'entre eux, même s'ils vivaient à Durban depuis longtemps, n'avaient jamais été en vélo ou n'étaient jamais allés dans ce quartier central. Donc, ça leur donne la possibilité d'explorer leur propre ville à vélo et de partager avec des personnes différentes sur ce sujet. Et donc, nous avons exploré cela. Je sais que je pourrais parler beaucoup, mais je vais essayer de me limiter un peu. Et un des soucis principaux qu'on a rencontrés à la suite de nos conversations concernait la sécurité. Durban est une très grande ville dominée par les minibus et c'est vraiment un grand défi. Les gens ont très peur des taxis, des bus. Et beaucoup de gens aimeraient faire du vélo dans leur quartier, mais le défi principal qu'ils rencontrent, c'est le fait de pouvoir naviguer dans la ville à côté du trafic routier. Et moi aussi, j'ai eu des expériences limites. Hein. Et pour le moment, le système n'est pas encore opérationnel, on l'espère. Mais il y a encore pas mal de stations qui sont éloignées des quartiers résidentiels. Et donc, il reste ce dernier kilomètre jusqu'à l'arrêt de bus, jusqu'à la gare. Et là, le vélo pourrait résoudre ce problème en allant à la gare en vélo, l'attacher, prendre le bus vers le centre et prendre un autre vélo à l'intérieur du centre pour aller jusqu'au bureau ou à son poste de travail. Et donc, nous avons fait des recherches avec les entreprises de location de vélos à Durban. Voilà. Concernant la promotion de l'utilisation du vélo, deux questions. Qu'est-ce qui nous manque? Je sais que beaucoup d'entre nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de vélos sur des grandes routes, des grandes distances, mais je connais Durban, le centre-ville est très dynamique, la promenade est très belle, mais une des choses qu'on ne voit pas, c'est cela. Et deuxièmement, comment est-ce que la promotion du vélo change? Parce que lorsqu'on regarde Cape Town, le Cap, on pourrait penser qu'entre le bus, ce genre d'initiatives, le vélo, ce sont des initiatives menées par les citoyens qui en ont fait plus que le gouvernement ou la municipalité dans ce travail de promotion du vélo. Alors, quelles sont les petites choses qu'on peut réussir à faire rapidement et qu'est-ce qui a changé dans cette promotion? Alors, des petits succès rapides, ce serait le fait de répliquer le système du bus. Ça a été fait au Cap, il y a eu d'autres initiatives. Ouvrir des Open Street, c'est une organisation qui répliquait ce qui se faisait déjà. Et ce système Backbus peut bénéficier à d'autres également. Et le fait aussi que les gens fassent du vélo ensemble, ils ont besoin de temps, d'avoir une route dédiée et ils font du vélo ensemble. Et on peut même aller plus loin, que ce soit un peu plus technique, avec un leader, une personne qui mène tout ce groupe. Il y a des marshals qui s'assurent de la sécurité des vélos. Il y a également des gens qui sont là pour vous aider si vous êtes en panne et on essaie de répliquer cela avec les écoliers aussi. Souvent, ils doivent marcher et il y a dans certains quartiers où il y a des enfants qui vont à l'école en vélo ensemble. Et ça, ce sont des petites victoires rapides qu'on peut observer. À Durban, par exemple, on travaille déjà là-dessus. Il y a ce système Backbus
qui va au centre-ville, il y en a un qui vient de Mlazi vers le centre-ville également. Mais il faut encore réfléchir au parcours. Et même chose, des backbuses qui vont à différents événements dans la communauté, à un café, pour que les gens puissent se retrouver le matin, prendre un café et avoir ce genre de discussion qu'on a en ce moment. Et ça fait partie de cela. Le fait d'ouvrir également ces petites cliniques pour le vélo, des petites écoles pour que les gens apprennent à faire du vélo, à faire la maintenance de leur vélo, en créant des ateliers très basiques pour maintenir en fait les vélos déjà présents. Ça, c'est le genre de choses qu'on, je pense, peuvent être des petites victoires sur le court terme. Et le travail pour encourager le vélo fait par Upcycle, le Hub également, eh bien, ça a été un peu frustrant pour nous parce qu'on avait déjà eu ce genre de discussion avec la ville, par exemple, la ville du Cap. On voulait, par exemple, faire un système pilote. Et on s'est rendu compte que c'était à nous de faire tout ça tout seul pour leur montrer que ce genre de modèle fonctionne. On s'est retrouvé à un point où on s'est dit, on va continuer à faire ce travail et si la ville décide de nous rejoindre, très bien. Mais en tout cas, on va continuer à faire ce qu'on fait. Et un des sujets dont on parlait, c'est d'ailleurs drôle, en amont de la Journée mondiale du vélo, c'est qu'on a commencé à créer ces parcours qui peuvent un peu donner cette urgence à la ville, les presser un peu pour qu'ils commencent à intégrer le vélo et le prennent très au sérieux comme un mode de transport que les gens peuvent favoriser. Et je pense que ça commence dans les villes et c'est aux villes de soutenir ouvertement ce genre d'initiatives et d'investir dans ces initiatives. Donc oui, je ne parlerai pas trop longuement de cette frustration, mais je pense qu'il y a beaucoup de mouvements sur le terrain au Cap pour faire progresser ce travail réalisé, notamment pour le vélo pour aller au travail. Le vélo comme hobby, ça marche très bien, mais il faut ensuite traduire cela pour les trajets quotidiens pour aller au travail. Et je crois qu'on a plus de 30 000 personnes qui utilisent le vélo, mais comment faire passer cela pour que ce soit un mode de transport quotidien pour aller au travail? Beaucoup de gens ont un vélo. Bien sûr, certaines personnes ne peuvent pas se le permettre, mais 30 000 personnes qui participent à un événement sportif, le Cycle Tour, eh bien, on peut encore développer ce potentiel. Et après ce tour, les gens peuvent continuer à utiliser leur vélo pour aller au travail. Et les entreprises doivent également participer pour voir comment il est possible d'encourager l'utilisation du vélo chez les entreprises, comment faire en sorte qu'il y ait des douches, par exemple, et répondre aux besoins des cyclistes et même inciter les employés à se mettre au vélo, trouver des incitations qui pourraient vraiment être avantageuses pour eux. C'est intéressant, vous avez parlé d'attendre en attendant que les autorités soient prêtes à vous soutenir. Et je pense que vous parlez du département du transport qui a plusieurs milliards de rands par an comme budget, mais n'est pas capable de soutenir ce genre d'initiative dirigée par les citoyens pour faire la promotion de cette mobilité. Le monde va dans un sens, mais les plans de transport, parfois, malheureusement, ces budgets restent encore bloqués il y a 10 ou 15 ans. On avait vu des projets pour interdire le vélo sur la promenade. Des fois, on se pose des questions. On se demande dans quel monde ces représentants vivent, alors que le vélo, ce n'est pas simplement la promotion des vélos, c'est également une question de justice sociale, d'émissions de carbone, de transition climatique pour notre utilisation d'énergie. Et pas que les besoins des cyclistes. Et on voit cette philosophie où les voitures ont toujours la priorité, que ce soit un carrefour, et on doit ensuite s'adapter.
Et je pense que ça va prendre du temps pour que ça change. Mais on voit en tout cas que parfois il faut des crises, que ce soit dans l'énergie, le rail, pour que les choses s'améliorent. Et en tout cas, il faut que d'autres provinces commencent à faire ces petits changements en dehors du Cap pour améliorer pas simplement le vélo, la mobilité, les piétons, etc. J'aimerais maintenant réunir tous nos panélistes. Notre co-modérateur également, Livingston. Si vous avez entendu sa présentation hier midi et dans le debriefing, vous l'avez entendu également. Livingston Mukasa travaille en architecture, urbanisation, développement immobilier, consulting sur le développement durable. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Livingston. Il travaille notamment sur un guide architectural. Il a été publié en 2021. 7 volumes qui documentent l'architecture des 49 pays subsahariens. Et comme cela a été dit hier, souvent, il n'y a pas de document sur ces bâtiments, cette architecture. Et Livingston va nous rejoindre pour la session questions-réponses. Livingston, je vais commencer avec le commentaire. Souvent, les urbanistes vivent dans une réalité alternative. Une autre question, à part le trafic, les embouteillages, voyez-vous également d'autres actes violents ou criminels qui impactent l'utilisation du vélo? J'imagine que vous pourrez le dire après ces 9 jours. C'est un peu difficile à dire. Il n'y a jamais eu... C'était ma première fois à Devon, donc en faisant du vélo avec les gens qui vont habituellement en vélo au travail, ça a été vraiment génial de connecter avec ces gens. Et même dans leur expérience, ils n'ont jamais eu de vol, par exemple, d'expérience de pickpocket ou qu'on leur vole leur vélo. Bon, ça arrive. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Ça peut arriver partout. Mais moi, je me suis senti très en sécurité en passant entre ces quartiers. Et je pense que je me sentais plus en sécurité du centre vers Mklanga, mais grâce principalement aux infrastructures. Moi, j'avais l'impression de rentrer à la maison, au Cap, bizarrement. Mais oui, bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Merci Sandile. Merci à tous les panélistes. Beaucoup de contributions très intéressantes. Et comme dit l'expression, il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est la même chose. Il faut une communauté très diverse pour qu'une ville s'épanouisse. Et ça a été une discussion multidisciplinaire très intéressante sur différents sujets pour améliorer nos villes pour tous. J'ai des questions pour vous tous. Je vais commencer avec Doreen. Doreen, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour les réflexions que vous avez partagées. Et pour être tout à fait honnête, je connais Doreen très bien, mais ça ne veut pas dire que je serais particulièrement trop sympathique. Les marécages sont souvent perçus comme des terres gâchées, usées, à remplir et sur lesquelles on devrait construire. Et ce qui est intéressant dans votre travail, c'est le fait qu'il soit très unique. Il y a l'architecture, la construction, et souvent les architectes ne font pas de plaidoyer pour l'environnement naturel, perçu comme le travail des écologistes, des architectes des paysages, paysagistes.
et voir comment vous travaillez en tant qu'architecte pour atténuer les problèmes causés par certains membres de votre propre profession. Ça, c'est vraiment remarquable. Mais ça vous met un peu en opposition au travail de certains de vos collègues. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces défis? Très bonne question, merci. Ce concept des marécages comme des terres non utilisées, gâchées, cela vient des gouvernements coloniaux. Au départ, la planification urbaine a eu tendance à mettre de côté ces marécages pour d'éventuels développements futurs. Mais au Buganda, dans la tradition Buganda, les marécages étaient un espace spirituel du renouvellement. C'est comme ça que c'était perçu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une ville qui grandit très vite, les marécages sont là, et il y a comme un clash entre les deux. Au départ, je me suis intéressé aux marécages parce que j'ai vu qu'avec le temps, il y avait beaucoup d'inondations et l'eau était censée être absorbée et être amenée au lac Victoria. Mais compte tenu de toutes ces constructions, sur ces espaces qui sont censés absorber l'eau, eh bien, on voyait de plus en plus d'inondations. Et on ne peut pas éviter ces inondations. Et on en est arrivé à une montée des eaux du lac. Et donc, vous avez raison. Est-ce que je me suis retrouvé dans cette position, en opposition avec un autre type d'architecte qui construisent activement dans ces espaces? Je n'y pense pas activement, mais on ne peut pas nier qu'il y a ces inondations et il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Hein. Et je pensais à ce que Rudy a dit. Il nous a dit, dans le pire des cas, il ne faut pas oublier les marécages parce qu'on va arriver à un niveau où les inondations futures, ce que je veux dire, c'est que il y aura des destructions. Et là, on va peut-être se dire qu'il faudrait revenir en arrière. Et donc, il ne faut peut-être pas attendre d'en arriver à ce niveau-là. Et donc, je me vois plutôt comme une avocate de l'architecture. Je fais un plaidoyer pour l'architecture. Et mon objectif, c'est de sensibiliser. Pas nécessairement en disant aux gens ce qu'ils doivent faire, mais d'être conscient de ce sujet. Lorsqu'on travaille sur cet environnement de construction. Et comme vous le savez, en Ouganda, à Kampala, il est très difficile. Comment est-ce que je vais dire ça? J'essaye de trouver la bonne expression. La ville est très organisée. Il y a le conseil municipal. Ils ont un bon plan. Et ils incluent les marécages comme des espaces à protéger. Et dans ce plan, on voit des choses bonnes, mais après, sur le terrain, ce n'est pas toujours, c'est tout à fait différent. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est le défi, ce qui est prévu et ensuite ce qui se fait sur le terrain. Oui, c'était très intéressant lorsque vous avez parlé du rôle des systèmes de connaissances autochtones également dans la gestion de ces ressources naturelles, ce qui nous rappelle, parce qu'on l'oublie souvent, que l'environnement urbain n'a pas commencé avec les colons. L'Afrique avait déjà des installations pré-coloniales urbaines, et donc qui fonctionnaient pas mal. Et lorsqu'on regarde le passé, eh bien, on peut trouver également des solutions pour l'avenir. Donc, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre commentaire.
Je souhaite également vous demander, vous poser une question sur l'utilisation de loisirs des marécages et comment cela pourrait être géré par Kampala, parce que souvent, il y a un peu des lacunes en matière d'accès aux espaces verts en Afrique par rapport à l'hémisphère nord, et cela est lié à cette question des inégalités socio-économiques également. Est-ce qu'il y a un potentiel de percevoir les marécages, pas simplement pour leurs bénéfices naturels en matière de ressources, mais également d'un point de vue du loisir et qu'on puisse, entre guillemets, les marketer pour le tourisme? Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance dans ce domaine et comment est-ce que Kampala pourrait en tirer avantage? C'est une bonne question. Je vais vous donner l'étude de cas de Bogota. En Colombie, c'est ça? Oui, Bogota en Colombie. Ils ont des marécages aussi, le même système, les mêmes défis par rapport aux marécages à Bogota. Et ils ont travaillé activement pour créer ce que vous venez de décrire. Des services de loisirs, pour que les marécages continuent à être présents, mais en ayant des activités différentes. Et une des suggestions qui a été faite, ce serait une très bonne étude de cas et on peut espérer arriver à une situation où on aurait les marécages, mais on pourrait avoir ce genre d'activité, simplement même pour accéder à la nature. Donc, en conservant les marécages, tout en y développant des activités. Super, merci beaucoup. Brahima, vous avez soulevé un point très important. On entend ce sujet de plus en plus sur le continent et hier, on en a un peu parlé dans nos conversations, notamment concernant le rôle de la démocratisation des services publics. Trop souvent, on a des approches du haut vers le bas qui ne se concentrent pas vraiment sur les bénéficiaires de ces services. Et cela crée un peu de l'apathie chez les citoyens. Souvent, les citoyens n'attendent pas beaucoup de leur gouvernement. Et souvent, c'est parce que le citoyen moyen, qui gagne moins d'$1 par jour, c'est lui qui offre ces services. C'est eux qui jettent leurs poubelles, qui s'approvisionnent en électricité. Et pour eux, souvent, le gouvernement a un rôle très minime dans leur vie quotidienne. Je me demandais si vous pourriez brièvement nous parler de la manière dont la dévolution, le retour, entre guillemets, pourrait améliorer les services dans les villes africaines. Y a-t-il des cas spécifiques auxquels vous pensez ou que vous auriez pu voir dans vos recherches, que ce soit à Freetown ou ailleurs en Afrique? If I actually want to be much more successful with devolution issues within Africa, then of course it has to be based on what we call a kind of shared. Donc, bien Pour sûr, améliorer cela, il si faut je avoir veux une vision être partagée, un plus objectif efficace, eh bien, il y a partagé. une vision partagée qui doit être Cela ne peut pas être soutenue soutenu que par les gouvernements. Il faut que chacun ait un rôle à ceux jouer qui dans sont ce impliqués processus. par rapport à leur rôle qu'ils doivent jouer dans le processus. Et il faut On doit mettre en place des systèmes un consensus, inclusifs de l'inclusivité, afin d'apporter ce développement avec une vision partagée. Et ça devrait permettre d'utiliser et de faire mener les réformes nécessaires qui permettent d'arriver à cette ambition, en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Et donc avec les bons financements, avec le soutien nécessaire, eh bien, on pourrait y arriver.
instance, in Kenya, in South Africa situations. Il y a d'autres exemples en Afrique du Sud et dans d'autres pays également. How well can you actually be able to ensure that this Et donc, il faut essayer de s'assurer qu'il y ait d'autres acteurs qui participent. And how some of these long-term development programs. Et il faut avoir des programmes urbains sur le long terme également. How best you're able to actually involve them. Et c'est ainsi qu'on peut travailler ensemble dans ce contexte qui évolue beaucoup pour concevoir des politiques, des stratégies, des actions, en se concentrant sur les bénéficiaires. Et il faut également que les parties prenantes soient plus engagées et participent à ces activités. Then actually see physical and the reform process of development activities or services that they are actually able to have access to and be able to actually use. So Et il faut que les bénéficiaires aient accès à ces services. these are also, happening in other cities, across Africa and beyond as well. And can you, are there any specific cases? Y a-t-il des exemples concrets Donc, il y a des exemples concrets de dévolution dans une certaine façon. Dans un pays comme le Kenya, Because it's actually moving down up to even the council level, and these are able to actually ensure that they're able to actually il y a une certaine dévolution qui permet de fournir de meilleurs services malgré certains défis. And even South Africa as well had a very good process as well. Now, in terms of specific, Très bien. Alors, en termes de services spécifiques tels que la gestion des déchets, par exemple, la concurrence est efficace puisque plus il y a de concurrence, plus il y a de possibilités d'un service meilleur. Mais par rapport à donc la gestion de l'énergie et même les services de drainage ou d'évacuation des eaux usées, par exemple. Y a-t-il des exemples de concurrence qui ont pu justement améliorer ces services et améliorer la vie de certains citoyens? It could also differ from city to city or from region to region where the devolution rate process really are moving. Donc, oui, bien sûr, il y a des différences de ville en ville. Les exemples varient par rapport à l'engagement du gouvernement national. Il y a certaines structures qui ont une autonomie. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsqu'il s'agit de la réduction de déchets, par exemple, parce que nous collaborons avec les municipalités. Ou certaines agences qui vont venir et intervenir auprès des autorités locales. L'interprète s'excuse, mais l'intervenant est difficile à entendre. Certaines agences ont pu contribuer beaucoup de ressources, tout comme certaines ONG. But this has often been undermined in terms of working actually on the ground by, the national government sur le terrain. Actually giving that free hand for them to actually be able to deliver some of these different services. And, Et c'est ainsi que nous avons pu livrer certains services améliorés. Il y a également, bien sûr,
la problématique de l'assainissement, qui reste un défi immense à certains niveaux, non seulement au Sierra Leone, mais ailleurs, bien sûr. Oui, c'est exact. Merci, merci pour vos contributions. Rudy, vous avez beaucoup parlé du ferroviaire et c'est très juste parce que c'est très important, mais le ferroviaire est cher, cher à financer, cher en matière d'approvisionnement, cher en matière d'exécution, d'opérationnel et de maintenance. Et il y a d'autres défis, bien sûr, tels que le gouvernement qui ne veut pas renoncer au contrôle en matière de gestion, de sécurité et autres. Donc, je me demandais si vous pouviez parler des obstacles quant à l'accessibilité du ferroviaire, surtout sur le continent africain. Quels seraient les intérêts en matière de secteur privé, de secteur public? Où est-ce que ces intérêts se rencontrent? Et parallèlement, est-ce que vous pourriez également parler des avantages et des inconvénients de l'investissement étranger en Afrique dans le domaine ferroviaire au vu du coût? Nous avons vu des pièges et des coupes-gorges, particulièrement au Kenya. Merci pour la question. Excusez mon son, qui est peut-être moins bon que tout à l'heure. C'est une grande question. Donc, l'intérêt du secteur public et comment cela rentre dans le programme du gouvernement pour le secteur public. Pardon, le gouvernement pour le transport. Et pourquoi j'ai parlé du transport qui devrait être aussi accessible que possible pour éviter que les personnes utilisent leur voiture et parce que les personnes en Afrique du Sud ont souvent un manque de revenus et ne peuvent pas se permettre d'avoir un véhicule personnel. Donc, si l'on intègre la participation du secteur privé, on doit bien sûr se poser la question quant à l'intérêt du gouvernement et sa volonté de subventionner des organisations privées. Et donc, nous savons que il y a une marge qui est faite sur l'investissement. Donc ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse en tant que telle. Et il est également difficile pour une organisation privée de répondre à une entreprise privée de répondre à cette question parce que elle aussi doit en tirer quelque chose. Elle ne peut pas s'assurer que certains livrables soient toujours stables. Il y a beaucoup de modèles à l'international qui nous démontrent que la subvention qui est octroyée au secteur privé est définie selon certains critères, ce qui est tout à fait viable. Et pour la suite, et l'investissement étranger, j'ai fait beaucoup d'études de cas et je constate qu'en de nombreux pays, la privatisation étrangère surtout met en danger certains systèmes de ferroviaire qui fonctionnent car ce sont des entités étrangères qui ont des intérêts complètement différents et qui s'intéressent à un système qui ne les concerne pas directement. Alors, oui, et le ferroviaire, c'est très cher, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine
dans le cadre de mon master's. Et c'est incroyable de voir ce qui est budgété, pas ce qui est en fait dépensé, parce que ça, c'est notre sujet de controverse, mais il s'agit de budgets qui sont immenses. Il y a parfois la même subvention qui est utilisée dans un budget privé, qui est aligné par le gouvernement, mais que ceci est plus efficace que lorsque elle est financée par le secteur public. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. OK, et avec l'exemple de l'Afrique du Sud, où en est le gouvernement? Je crois qu'il y a beaucoup de niveaux. Et il ne s'agit pas de décisions à court terme. De ce que j'ai constaté, ce qui a été fait, c'est que nous n'avons pas maintenu notre infrastructure, nous n'avons pas maintenu ce que nous avions déjà d'existant, et donc il y a toute cette problématique de coût autour d'un système ferroviaire qui fonctionnait bien, mais qui tout d'un coup n'est pas assez maintenu et tombe en panne, comme une voiture que l'on ne révise pas et qui tombe en panne et rend l'âme petit à petit. Donc, de nombreux passagers qui utilisent le système ferroviaire en Afrique du Sud s'inquiètent des délais et des retards au quotidien. Et des personnes qui essaient de se rendre au travail bien, sont restreints par ce genre d'événements. Je crois que c'était le maire du Brésil, de Curitiba, que je ne peux pas citer directement, mais il disait quelque chose comme quoi les pauvres avaient accès aux voitures et que les riches utilisaient le transport public. Donc, j'ai beaucoup apprécié la façon dont vous êtes concentré sur le vélo et le cyclisme comme une vraie possibilité de transport et son infrastructure. Ayant vanté une culture du cyclisme, comment est-ce que vous avez pu rendre le cyclisme plus intéressant, attirant, sexy? Quels sont certains exemples des contraintes que vous avez pu constater? Et comment est-ce que vous pensez pouvoir développer cette infrastructure dans certaines villes où il y a cette possibilité? Oui, je vais tenter d'être bref. I mean, how we created it is, and I love your word of how did we make it sexy, you know. La culture, bien sûr, n'a pas été créée par nous, mais la question est comment rendre ceci plus sexy. Évidemment, c'est ça qui est clé. Et je crois que la question clé, c'est les atouts et les possibilités. Donc, par exemple, il s'agit de donner des cours, rendre ceci accessible, former les gens, acheter un vélo, ou encore one of that issue is that they are often looked down to, whereas people in the township have money. Réfléchir à toutes les problématiques qui figurent.
dans un thème en particulier. Si l'on propose un service qui est abordable, eh bien sûr, cela va le rendre accessible. Ensuite, il y a l'aspect communautaire également. Donc, les gens vont venir rejoindre des déplacements à vélo, mais ils vont également nous rejoindre pour faire partie d'une communauté. Nous avons des personnes de la classe moyenne qui viennent vraiment pour participer. The biggest part for us in terms of, our focus now, maybe, let me say, is expanding. How do we expand this into other towns? Notre objectif aujourd'hui est de s'étendre, bien sûr. Nous souhaitons dupliquer nos efforts et les répéter parce que je pense qu'il y a un potentiel incroyable. Très bien, nous arrivons à la fin de cette session. J'ai juste une question très rapide à laquelle tout le monde peut répondre. Si vous contrôliez tout dans votre ville, aujourd'hui vous êtes une agence qui a tout le pouvoir de mettre en œuvre tout ce que vous voulez pour le futur urbain de l'Afrique, qu'est-ce que vous feriez de manière spécifique dans vos villes respectives? Je réfléchissais. Je pense que, suite à nos discussions pour Kampala, ce serait bien que le gouvernement et les autorités locales, la municipalité réfléchissent au marécage, mettent en place des politiques pour les protéger. Je pense que voilà, c'est ça que je souhaiterais le plus. Merci. Pour moi, il faudrait des cadres juridiques qui pourraient assurer un meilleur impact et le bien-être des citoyens. Rudy? Moi, je suis passionnée du transport public et je pense que mon rêve serait de vivre au Cap sans avoir de voiture, par exemple. D'avoir un vrai transport, un réseau de transport public qui est intégré et fonctionnel. Ça, c'est un rêve pour nombre d'entre nous, effectivement. S'il est, oui, je crois que je suis d'accord avec Rudy. Et pour moi, il s'agit de faire en sorte de prendre des décisions autour de transports intégrés. J'espère que les autorités vous ont écouté. Ça a été vraiment très intéressant. Et donc, merci à vous tous. Merci aux panélistes. Merci aux participants. Le thème d'aujourd'hui était vraiment intéressant et que ce soit au niveau des agences ou du développement du secteur ferroviaire, eh bien, on se rend compte qu'il faut donner de la liberté aux villes de travailler, de se connecter, de développer des services pour améliorer leur quotidien. Il ne s'agit pas d'être d'un mode qui est mieux qu'un autre ou d'une direction à privilégier, mais vraiment d'exploiter toutes les agences et toutes les possibilités pour donner une chance à tout le monde d'avoir accès à des opportunités tant économiques que sociales. Merci à tous du Kampala, de Freetown, du Cap. Je crois que nous avons trouvé un fil rouge commun malgré toutes les divergences
que vivent nos pays. Et la gouvernance est bien sûr un fil rouge qui nous relie